Troisième partie. L'homme de l'autre côté de la porte aurait pu être son double. Sa peau était exceptionnellement pâle, presque de la couleur d'un os blanchi. Sa tête était glabre. Même les sourcils manquaient. Et à ce que Orcaille pouvait en juger, à ses avant-bras, ses mains, le reste de son corps aussi semblait dénué de poils. Ses traits, bien que différents des siens, n'étaient pas sans ressemblance non plus, et ils faisaient à peu près la même taille. L'homme portait une longue tunique, ceinturée à la taille, recouvrant une paire de bottes en cuir usé. Orcaille était trop surpris pour s'empêcher de le toiser. L'homme sourit. « Ah, frère, te voilà enfin chez toi !» Il abaissa sa main tendue en direction de Orcaille, mais celui-ci la repoussa. « Peux pas me lever, expliqua-t-il. J'ai fait une mauvaise chute il y a quelques jours, et j'ai dû me briser la colonne vertébrale. N'aie aucune crainte, mon frère. Le temps guérit tous les maux. Depuis quand on ne s'est pas vu? Est-ce qu'on se connaît? Nous ne nous sommes jamais vus, mon frère. Je parlais métaphoriquement. Je n'ai pas besoin de te connaître pour reconnaître un frère en toi. Regarde-toi et regarde-moi. Et dis-moi si tu l'oses que nous ne sommes pas frères. Orcaille se traîna lentement à travers le seuil, l'homme s'étant écarté pour le laisser entrer. De l'autre côté se trouvait un petit bureau, 4 tables en tout et pour tout. Le mur était doté d'un bouton de porte et d'un moniteur montrant ce que voyait la caméra. Ce dernier était équipé d'un pavé tactile servant à manœuvrer la caméra. Au milieu de la pièce, une batterie de lampes LED en forme de longues tiges lumineuses, disposées en faisceaux. Le cabinet s'en trouvait paré d'une lueur tranchée, étrangement pâle. Le luminaire apparemment était alimenté par une manivelle. À l'extrémité de la pièce s'ouvrait l'embouchure d'un autre couloir. « Tu as l'air épuisé, » fit l'homme. « Je le suis. Tu as de la chance que j'ai entendu quelque chose. Dans le cas contraire, et si tu ne t'étais pas mis ainsi dans le champ de la caméra, je n'aurais pas contrôlé le moniteur avant demain matin. » L'homme ferma la porte en tirant une poignée située à l'intérieur, puis la verrouilla à l'aide de l'interrupteur accolé au mur. Il revint sur ses pas et se tint au-dessus de Orcaille, secoua la tête. « Non, 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 fit-il. Cela ne fera pas l'affaire. Mais si je ne me trompe pas... » Puis, en levant un doigt, il fit volte-face. Il tira sur un faisceau de lampe qui se libéra du luminaire, chargeur avec, toujours allumé. Il traversa vivement la salle et pénétra dans le couloir opposé. Celui-ci, pouvait-on apercevoir dans le halo émis par cette lampe de fortune, était garni de rangées et de rangées de casiers métalliques. Orcaille regarda la lumière diminuer lentement le long du couloir, puis s'évanouir. Il rampa jusqu'à une chaise, puis, au prix de gros efforts, parvint à se hisser dessus sans la faire basculer. De cette position élevée, il étudia la pièce. Sur chacun des bureaux se trouvait un vieil ordinateur, recouvert d'une bâche en plastique, si poussiéreuse qu'il était clair qu'aucun d'entre eux n'avait été utilisé depuis des années. Il ouvrit les tiroirs du bureau, trouva qu'ils étaient vides, sinon pour un petit bout de crayon, sa ligne cassée, et un porte-clés dépourvu de clé. Le porte-clés arborait l'image d'une silhouette en or soufflant dans une trompette. Les mots « flirter pour convertir » gravés dessous. « Flirter pour convertir quoi ?» s'interrogea-t-il. « Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ?» La silhouette en or surplombant la devise lui suggéra qu'il était peut-être tombé sur une relique appartenant à quelque culte alchimiste, un culte de Midas désireux de convertir la chair en or. Mais c'était absurde, non? Et pourquoi flirter? « Et cet endroit, songea-t-il en regardant autour de lui, qu'est-ce que c'était avant? Quelque débarras, manifestement. Mais pour entreposer quoi? Il entendit un fracas distant, et un instant plus tard vit la lumière ballotter dans sa direction à travers le couloir. L'homme poussait devant lui quelque chose dont la forme émergeait graduellement de l'obscurité, et qui se révéla un fauteuil roulant. « Il me semblait que nous en avions un, et je ne me suis pas trompé, » fit-il en rebranchant le faisceau au luminaire. « Il prenait la poussière dans le débarras, mais voilà qu'il s'avère bien utile. On y va ?» Il aida Orcaille à se glisser de la chaise au fauteuil roulant, tout en faisant de petites remarques aussi encourageantes qu'ineptes.
Lorsqu'il se rendit compte que Orcaille le fixait d'un œil perplexe, il s'excusa. « Il faut m'excuser. Voilà bien longtemps que je n'ai pas parlé à quelqu'un. » Orcaille acquiesça. « Tu vas maintenant pouvoir te déplacer de ton plein gré, » ajouta-t-il. « Ou je peux te pousser si tu préfères. Peut-être un peu des deux. » L'homme s'interrompit, plissa les yeux. « Au fait, comment es-tu parvenu jusqu'ici ? Tu n'as tout de même pas rampé tout du long. »« Bien sûr que non, » répondit aussitôt Orcaille. « J'avais un fauteuil roulant, mais il s'est cassé. »« Où ça ? » ?»« Pas loin. À peut-être un quart de mille d'ici. »« Tu comptes encore en miles, c'est ce que je vois. Nous croyions que ceux qui avaient survécu étaient déjà passés au système métrique. »« Apparemment pas. J'enverrai chercher ton autre fauteuil roulant au matin pour voir si l'on peut le réparer. Ça n'a pas dû être facile d'avancer, étant donné l'état des routes. Je suis étonné que tu y sois même arrivé. As-tu vu mes plantes, au fait ? » Orcaille fit oui de la tête. « Comment se porte-t-elle ? Oh mais, excuse-moi, je ne me suis pas présenté. Manori, écrit comme le prophète, celui qui a vu le doigt de Dieu. Et toi ? Joseph Orcaille. » Manori lui lança un regard incrédule. « Drôle de nom. De qui le tiens-tu ? » ?»« Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de le tenir de quelqu'un. » »« Voilà qui est étrange. Ici, nos noms viennent tous de la Bible. Tu nous ressembles. Pourquoi n'es-tu pas comme nous ? Veux-tu que je te donne un nouveau nom ? Vous m'avez demandé il y a un instant comment allaient vos plantes. Elles se portent bien. Magnifique ! Je suis ravi de l'entendre. Jusque-là, c'est notre essai le moins raté. Elles sont toujours en vie. Les autres sont mortes ? Bien sûr. Celles-ci vont mourir aussi. C'est inévitable. Mais elles s'en sortent mieux que le lot précédent. Évidemment, j'ai un peu triché. J'ai commencé à les faire pousser à l'intérieur. Pourquoi les plantez-vous si vous savez qu'elles vont mourir ? Parce qu'un jour, elles ne mourront pas. Et pour mesurer le niveau de dangerosité de l'air. C'est de moins en moins dangereux pour les humains. Chaque fois, un peu moins nocif. Tu ne vas pas rester toute la nuit dans ce bureau, non ? Veux-tu que nous passions à un endroit plus confortable ? Sans attendre de réponse, il arracha un autre faisceau au luminaire et emprunta le couloir. Orcaille batailla avec le fauteuil pour le faire pivoter, puis slalomer entre les bureaux, et suivit l'homme dans le couloir. Sauf qu'il ne s'agissait pas exactement d'un couloir, se rendit-il compte. C'était une salle des coffres. Une fois passée la porte, des rayons de casier s'étendaient de chaque côté. Des dizaines de rayons, peut-être plus. Le rayon où l'emmena Manori était tout juste assez large pour son fauteuil roulant. Orcaille ne cessait de le cogner contre les poignées des cabinets du bas, lesquels étaient difficiles à discerner dans l'obscurité presque totale. Le rayonnage semblait se prolonger sur des dizaines et des dizaines de mètres. Il se hâta derrière l'homme du mieux qu'il put, tâcha de le rattraper. Mais Manori s'était arrêté, l'attendait, éclairé d'une lueur étrange par la lampe qu'il transportait. « À propos, comment as-tu eu l'idée de venir ici ? Est-ce qu'un des nôtres t'a recruté ? » ?»« Ce n'était pas mon intention, » répondit Orcaille, en se rendant compte qu'il était à bout de souffle. « Simplement, j'ai vu que quelqu'un avait entrepris de repeindre les panneaux signalétiques et j'ai voulu savoir qui. »« C'est moi, » dit fièrement Manori. « Puis j'ai aperçu la voûte d'une des ouvertures depuis la route. Je me suis dit que comme refuge, ça en valait bien un autre. C'est un coup de chance qui m'a amené ici. »« Ce n'est pas la chance, » dit Manori, « c'est Dieu. Regarde-toi, tu es notre frère, tu as ta place ici. Dieu t'a guidé jusqu'ici pour que tu nous aides à accomplir son œuvre. » Ne sachant quoi répondre, Orcaille se tut, tâcha de prendre un air aussi neutre que possible. Cela parut satisfaire Manori pour le moment. Celui-ci eut un sourire aimable et fit volte-face, avant de continuer le long du rayon. Ils parvinrent à un intervalle dans le rayonnage, un couloir de traverse offrant accès aux autres rayons. Ils le dépassèrent, continuèrent tout droit. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda Orcaille, plus pour faire ralentir Manori que par curiosité. « Des archives. » Il s'arrêta, se retourna.
Nous nous trouvons devant l'histoire de la race humaine. Un historique des naissances et des décès sur des centaines et des centaines d'années. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? L'humanité est de grande importance. Tout cela doit être préservé afin que lorsque le temps sera venu, l'humanité puisse savoir ce qu'elle fut, est et sera. Lorsque le temps sera venu, pourquoi? Lorsque le temps sera venu pour le retour de l'humanité. D'où reviendra-t-elle? De son extinction. Nous sommes ici pour accomplir la mission sacrée de veiller sur les archives, de les préserver et de les protéger. Tu as été envoyé ici pour te joindre à notre tâche. Seulement les archives? Demanda Orcaille en pensant. Comment quoi que ce soit peut-il revenir d'une extinction? Pardon? Le jardinage en fait-il aussi partie? Ou est-ce juste pour votre loisir? Non, répondit Manori en allongeant le mot. Ça en fait aussi partie. Nous ne sommes pas que de simples commis, nous sommes des gardiens. Il lança à Orcaille un sourire innocent. Veux-tu que je te fasse visiter? Orcaille hésita, puis acquiesça. Manori se remit en marche, poursuivant droit devant lui. Orcaille percutait les casiers avec son fauteuil, s'efforçait de le rattraper. Ils arrivèrent à un autre intervalle, et cette fois-ci Manori prit à droite. Orcaille le suivit à travers toujours plus de casiers, jusqu'à ce qu'il rencontre un mur. Là, ils tournèrent à gauche. Cet endroit était supposé n'accueillir que des archives, comme le reste, dit l'homme, sa voix étouffée par la proximité des casiers. Mais il est devenu clair que nous en avions besoin pour d'autres choses. Le rayonnage s'interrompit brusquement, son dernier casier broyé et amputé de moitié. Manori appuya sur un interrupteur, et une ampoule s'alluma au-dessus d'eux pour illuminer un espace ouvert d'un peu plus de 20 mètres carrés, cloisonné de chaque côté par des murs de granit. L'espace était occupé par des réservoirs de stockage, hauts comme un homme, et disposés en étoiles. 6 d'entre eux étaient couverts de givre, et émettaient un bourdonnement. Ceux-ci étaient entourés par une série de 16 cylindres en titane de taille plus petite, chacun d'à peu près 1 mètre de diamètre sur 1 mètre de hauteur. Seulement 4 de ces derniers étaient couverts de givre. L'électricité fut le plus dur, dit Manori. D'abord, nous disposions d'un groupe électrogène de secours, mais nous nous sommes vite retrouvés à court de carburant, et donc nous sommes passés aux cellules photovoltaïques. Tu les auras aperçues dans le parking, sans doute. Il y en a partout sur l'autre versant de la montagne, des milliers de panneaux. Même ainsi, il nous faut encore garder la plupart des lumières éteintes. Et nous ne pouvons jamais faire tourner tous les réservoirs de stockage en même temps. Il jeta un regard alentour, fit un geste en direction des réservoirs. Lei est dans celui juste à côté de nous, suivi dans le sens des aiguilles d'une montre par Zarahemla, Théacom, Elaman, Enos et Jonas. Nous avons d'abord songé à utiliser les réservoirs pour stocker des humains, les congeler, dans le but de refonder plus tard une civilisation. Mais nous ne parvenions pas à en ramener aucun vivant jusqu'ici. N'êtes-vous pas humain? Bien sûr que non. Et toi non plus. Si tu étais toujours humain, tu serais mort à l'heure qu'il est. Si nous ne sommes pas humains, que sommes-nous? Il y a quantité de débats théologiques sur cette question. Tu peux consulter les commentaires si tu le souhaites. Les notes que chacun de nous prend lorsque les autres dorment. Nos pensées quant à notre mission. Nos méditations religieuses. La Bible ne tranche pas sur cette question. Elaman pense que nos véritables corps nous ont été ravis, ont été remplacés temporairement par des machines organiques, que ne blesse ni n'affecte ce que détruit un corps ordinaire. Jonas croit que Dieu emploie des moyens naturels, et qu'il a permis que nous soyons infectés par une bactérie polyextramophile, une sorte de Deinococcus, mettons, ou peut-être par un ensemble de bactéries, et que cela nous a rendus résistants. Dina quoi? Teankum se demande si nous sommes devenus des êtres transfigurés. Poursuivit Manori en l'ignorant. Transformés de mortels en immortels par le doigt de Dieu. Le fait que nos corps soient si exceptionnellement robustes tendrait à valider cette hypothèse.
Mais le fait que nous semblions aussi vieillir, quoique à un rythme un peu plus lent que les humains, l'invaliderait plutôt. Enos avance des arguments très convaincants pour démontrer que nous ne sommes pas humains, mais il n'a, semble-t-il, aucune idée de ce que nous sommes en vérité. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que nous sommes les anges gardiens de l'humanité. Nous avons connaissance de notre mission et nous nous efforçons de l'accomplir. Les détails importent peu. Ce savoir me suffit. Il se retourna et pointa du doigt les réservoirs de stockage. J'occupe un des 2 réservoirs libres lorsqu'un des frères se réveille. Tu peux utiliser l'autre. Pourquoi voudrais-je utiliser l'autre? Tu ne peux pas rester éveillé en permanence. Tu ne ferais pas long feu. Si nous souhaitons être d'une quelconque utilité, il faut que nous restions en vie jusqu'à ce que le danger soit passé pour les humains. Nous nous arrangerons pour ajouter des panneaux solaires, et nous t'intégrerons dans le calendrier des rotations. Au lieu de veiller 1 mois et de dormir 6 mois, nous allons pouvoir veiller 1 mois pour dormir 7 mois. Grâce à toi, nous vivrons 8 fois la durée d'une vie humaine, au lieu de 7. Attendez un instant, commença Orcaille. Mais Manori avait déjà tourné les talons, s'approchait d'un des cylindres en titane qui n'était pas couvert de givre. Des plantes, poursuivit-il, des graines. Elles ont toutes souffert d'une exposition mineure, mais elles sont encore robustes. Quelques-unes ont une chance de germiner, et comme tu as pu le constater, certaines ont germiné. Il marcha vers un des cylindres en titane qui n'était pas couvert de givre et l'ouvrit, invitant Orcaille à le suivre. Orcaille roula jusqu'au cylindre, s'appuya sur les bras de son fauteuil pour jeter un œil à son contenu. S'y trouvait une série de paniers en plastique, empilés les uns sur les autres. Ceux-ci contenaient des bouteilles de verre transparentes, et chacune de ces bouteilles était remplie de graines, de toutes sortes, de tout type, chacune soigneusement étiquetée. « Inutile de congeler celles-ci, » précisa Manori. « Il suffit de les conserver au sec et à l'abri, même si nous gardons quand même quelques graines congelées juste au cas où. Tu peux planter une graine de 3000 ans. Tant qu'elle a été conservée dans de bonnes conditions, il est probable qu'elle germine. De temps en temps, à mon réveil, j'en plante quelques-unes. Juste 3 ou 4, pas de quoi entamer la réserve. Pas au point qu'on en vienne à en manquer. D'habitude, rien ne se passe. Mais comme tu as pu le constater, le dernier lot est toujours en vie. Si celui-ci est toujours en vie quand ce sera mon tour de retourner en stockage, je laisserai une note pour la prochaine personne. » Il referma le cylindre, se tourna vers Orcaille. « Ne t'inquiète pas, » fit-il en tapotant l'épaule de Orcaille. « Je te réexpliquerai plus en détail avant de retourner en stockage. Je noterai le plus important, ce qu'il te faut savoir. Et maintenant, » ajouta-t-il de dos après s'être retourné. Il s'empara de gants cryogéniques pendus à une patère fixée au mur, et les passa. Il retira aussi une pince de son crochet. Il pressa sur un bouton placé sur l'un des cylindres couverts de givre. L'ampoule clignota un temps, puis émit une lumière légèrement plus forte. La diode verte sur le flanc du cylindre passa à l'ambre, puis au rouge. « Une alarme se déclenche après un moment, » continua-t-il. « Il faudra donc qu'on fasse vite. » Il avait enfoncé les mains un peu plus profondément dans ses gants, et s'en servait désormais pour ouvrir le couvercle du cylindre. L'alarme est faite pour attirer l'attention de celui d'entre nous qui veille. Si celui-ci ne répond pas assez vite, alors l'alarme commence à nous réveiller tous, l'un après l'autre. Il plongea sa pince dans la cuve, en sortit précautionneusement un petit cylindre de métal, l'approcha du visage de Orcaille. Celui-ci pouvait sentir le froid qui s'en dégageait. Aucune lettre rouge dessus. Du métal à l'extérieur pour protéger contre la contamination. Un noyau en verre à l'intérieur. Je ne peux pas te le montrer. L'échantillon a lui-même été enduit avec des cryoprotecteurs, des glycols et du DMSO. Ça devrait le protéger pour près d'un millénaire. L'échantillon ? Manori lui jeta un regard confus. « Je te demande pardon ?» dit-il. « Je croyais que tu me suivais. Je pensais qu'on était au diapason. »« Et de quel diapason s'agit-il » demanda Orcaille d'un ton neutre. « Tu as déjà vu les plantes, les graines. Voici les animaux, des embryons fertilisés, par milliers, de toutes les espèces d'animaux qu'ils ont pu trouver. Voici l'arche, Joseph. Ce que nous traversons maintenant,
dit-il en faisant un grand geste en direction des murs, est un équivalent modeste du déluge. Si je me souviens bien de mes lectures de la Bible, Dieu promit qu'il n'y aurait plus d'autres déluges, fit remarquer sèchement Orcaille. Manori se rétracta aussitôt. Métaphoriquement, s'entend. Et techniquement, il n'y a pas d'eau. On peut donc continuer à appeler ça un déluge, métaphoriquement, tout en maintenant que Dieu n'a pas rompu sa promesse. L'alarme s'était mise à retentir, un bruit perçant qui arracha les tympans de Orcaille. Manori réinséra prestement le cylindre, ferma la cuve, puis la remit en marche. L'alarme cessa. Voilà l'essentiel, conclut Manori en replaçant la pince et en retirant ses gants. Bienvenue à bord. Il n'y a, à vrai dire, rien de plus à voir. Vous avez donc tout préparé pour le moment où les conditions seront de nouveau saines pour les humains? Oui. Tous les autres cylindres sont les mêmes? C'est-à-dire, admit-il, pas tous. Il y en a 2 que tu ne dois jamais toucher. Lesquels? Manori plissa les yeux. Pourquoi veux-tu savoir? Si je ne sais pas lesquels, comment puis-je éviter de les toucher? Il observa Manori tourner l'idée dans sa tête, jusqu'à ce que, finalement, son regard se détende et qu'il sourit. Ce n'est pas faux. Il conduisit Orcaille près du mur et désigna 2 des réservoirs de stockage. De l'extérieur, ils avaient l'air absolument identiques aux autres. À travers l'un des couvercles, Orcaille ne discernait qu'une craquelure de givre, opaque, impénétrable au regard, ne révélant rien de ce qui s'y trouvait. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » Manori secoua la tête. « Il ne m'appartient pas de le dire. Tu as beaucoup à apprendre avant ça. Tu seras informé en temps voulu. » Et Orcaille, ne sachant comment répondre, et incapable de songer au moyen d'en savoir plus, accepta finalement cette explication en opinant du chef. Ils suivirent cette fois-ci le mur du fond, en passant devant l'extrémité de chaque rayonnage, avant d'arriver à une nouvelle ouverture. Elle donnait sur ce qui ressemblait davantage à un tunnel qu'à un couloir, les murs arrondis, la pierre mal dégrossie. Le fauteuil roulant progressait difficilement, si bien que Manori en eut assez de l'attendre et se mit à le pousser. Orcaille n'aurait su dire combien de temps ils progressèrent dans le tunnel. Celui-ci ne pouvait être bien long, peut-être guère plus d'une trentaine de mètres. Brusquement, il s'interrompit, s'ouvrit sur ce qui ressemblait d'abord à une grotte, jusqu'à ce que Manori brandisse sa lampe et révèle que cet endroit, encore une fois, était artificiel, en éclairant des sillons taillés à coups de pioche. Le sol était presque entièrement couvert d'eau, et on entendait un écoulement. Orcaille ne distinguait aucune rivière ni aucun ruisseau. L'eau avait plutôt l'air de sourdre de la paroi rocheuse qui luisait d'humidité. « Ça s'infiltre », expliqua Manori qui avait remarqué les regards de Orcaille. Il tripota le bord de son vêtement. « Elle est assez pure une fois parvenue jusqu'à nous. » Au bord du bassin s'élevait une petite hutte de fortune, faite de 2 plaques de tôle ondulées posées en équilibre l'une contre l'autre, percées en quelques endroits propices et liées entre elles par du fil. Un banc de pierre se trouvait juste devant, dont les pieds étaient caressés par l'eau. « Bienvenue dans mon humble demeure », fit Manori avant de s'incliner. Le devant de la baraque était ouvert, sans aucun mur. À l'intérieur de l'abri se trouvait un lit de camp, sur lequel reposait un emmêlement tortueux de couvertures. 3 chaises pliantes étaient appuyées contre le mur du fond, et une lampe gisait au sol près de la tête de lit. À côté des chaises étaient empilées une douzaine de boîtes, qui s'érigeaient en 2 colonnes presque jusqu'au plafond. « Confortable » fit Orcaille. « Ça ne me déplaît pas » lui répondit Manori. Il tira une des chaises pliantes et l'ouvrit d'un coup sec. « Certains dorment dans les archives elles-mêmes, mais moi je préfère être ici, près de l'eau. L'un de nous devra dormir au sol. Veux-tu que ce soit d'abord moi? Tu peux prendre ton tour dès demain soir, après quoi nous alternerons, jusqu'à ce que tu connaisses suffisamment le système pour que je puisse me mettre en stockage. Ok. As-tu faim? Ai-je faim? Il n'y avait pas songé jusqu'à maintenant, mais oui.
Il devait bien admettre qu'il était même affamé. Il acquiesça de la tête. Manori fourra la main dans la boîte du dessus. Il en retira 2 paquets. Il les ouvrit, puis se dirigea vers le bassin souterrain, les remplit chacun d'eau. « Ce sera prêt dans une petite minute, » dit-il, après être revenu et avoir posé les paquets sur le sol. « Ce qui nous laisse juste assez de temps pour prier. Peux-tu réciter le Bénédicité, ou préfères-tu que ce soit moi ? » « vous » répondit Orcaille, pris au dépourvu. Manori croisa les bras et inclina la tête. Il ferma les yeux, puis commença à prier. « Seigneur qui es aux cieux » entendit Orcaille qui se tenait assis, les mains sur les genoux et la tête droite. « Nous te remercions d'avoir conduit notre frère jusqu'à sa maison, pour qu'il puisse nous aider dans notre mission. » Et déjà Orcaille n'écoutait plus. Son esprit vagabondait, ses pensées ne revenant de leur rêverie que lorsque Manori dit « Au nom de ton fils bien-aimé, Amen. » Manori ouvrit les yeux et se frotta les mains. « Si tu n'aimes pas le parfum sur lequel tu es tombé, on peut en ouvrir un autre pour toi. » Il pointa les boîtes du doigt. « On en a plein, » ajouta-t-il. Quand il tendit le paquet à Orcaille, son contenu s'était changé en une pâte épaisse, collante. Ça n'avait aucun goût. Il mangea quand même sa potée, assis dans son fauteuil roulant, en la portant à sa bouche à l'aide de ses doigts, tout en échangeant d'occasionnels regards avec Manori, tâchant de se faire une idée du personnage. Après le dîner, Manori déboucla ses bottes et se mit à parler. « Ce n'est pas souvent que j'en ai l'occasion, à part parler avec moi-même, c'est-à-dire. Au bout d'un moment, ça rend un peu fou. C'est bon d'avoir de la compagnie. C'est compréhensible. Qu'est-ce que tu faisais avant ? » « Un peu de tout, » répondit Orcaille évasivement. « Moi, je vendais des voitures. J'habitais à Murray, mais j'avais un point de vente de véhicules d'occasion du côté de West Valley City. En fait, ce n'était pas exactement mon point de vente, mais c'est là que je travaillais. »« Où étiez-vous quand c'est arrivé ?»« Chez moi, avec ma femme et ma fille. Nous sommes tout de suite descendus à la cave et nous avons attendu. Mais ça ne servait vraiment à rien. Quelques heures plus tard, elles étaient couvertes de plaies. Quelques jours après ça, elles étaient mortes. Mais pas vous, pas moi. Ce n'est pas juste, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je n'en avais pas fini avec la tâche que le Seigneur m'a réservée. Celle de veiller aux archives. Oui, je suis un gardien. Tout comme toi, à présent. Nous sommes là pour conserver ce qu'il y a à conserver, pour aider l'humanité à recommencer sur de nouvelles bases, quand les conditions le permettront. Mais pourquoi l'humanité devrait-elle absolument se renouveler ? Peut-être est-il temps qu'elle s'interrompe. Tu as des doutes, mon frère. Il est très difficile de n'avoir aucun doute, d'avoir la foi. La foi est le chemin des braves. Vous croyez ? Vous le croyez vraiment ? Manori l'ignora. C'est écrit dans la Bible, poursuivit Manori. Pour qui sait regarder au bon endroit ? Les faibles doivent mourir sur terre aux mains de la guerre, de la mort, de la peste et des maladies. Après quoi, seulement le Christ reviendra pour vivre parmi nous. Puis, pendant 1000 ans, il n'y aura aucune guerre, et la terre sera transformée et retrouvera l'aspect du jardin d'Éden. Il n'y aura plus aucune maladie, et les peuples se comprendront mieux. Satan n'aura plus de prise sur les gens, et viendra le règne des justes. Est-ce déjà arrivé ? Non. Par conséquent, le monde doit impérativement continuer d'exister jusqu'à ce qu'advienne la seconde venue. Vous le pensez vraiment ? Vraiment, lui répondit Manori, avant de lui adresser un regard appuyé. Je sais que quelque chose m'a touché et m'a transfiguré pour que je survive là où d'autres sont morts. Ça vaut aussi pour toi, mon frère. Comment serais-tu encore vivant si ce n'était grâce à la main de Dieu ? Orcaille haussa les épaules. Ça pourrait être la faute à plein de choses. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Par exemple ? Par exemple, la faute à pas de chance. Qu'y a-t-il de plus terrible que de rester en vie quand tout le monde meurt autour de vous ? Manori se tut. Son visage eut soudainement l'air remarquablement âgé.
Le chemin est rude, admit-il finalement. Mais nous n'aurions pas été choisis si nous n'étions pas à la hauteur. Que faisais-tu avant? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu vois les choses ainsi? Je l'ignore, répondit Orcaille, soudain fatigué de mentir. Je ne me rappelle presque rien de ma vie passée. Mais très certainement tu devais avoir un cœur pur. Dans le cas contraire, tu aurais péri. Arrêtez de parler comme ça. Arrêtez de parler comme si vous citiez la Bible. Vous avez dit vous-même qu'il était vraisemblable que nous ayons survécu grâce à une bactérie. Manori secoua la tête. Je n'ai pas dit ça. Jonas l'a écrit à titre de spéculation dans les commentaires. Je n'ai fait que le rapporter. Et qui sait si Dieu n'opère pas en utilisant des voies naturelles? Quand bien même il s'agirait d'une maladie, pourquoi en exclure la main de Dieu? Ne peut-on pas imaginer que ce soit Dieu qui nous ait infectés? Ils se turent un moment. Le problème avec la foi, pensa Orcaille, c'est qu'on ne peut pas en discuter. Même problème, concéda-t-il, pour l'absence de foi. Ai-je raison de te faire confiance? Demanda Manori, à moitié pour lui-même. Ta foi est-elle assez forte pour te joindre à nous? Reparlons-en demain matin, répondit Orcaille.